Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Émission spéciale ce matin consacrée à l'arrivée des nouveaux députés entre 9h30 et 10h30 avec des commentaires, des réactions de nos invités en plateau. Les nouveaux élus seront également en duplex de l'Assemblée nationale au micro de Valérie Brochard et de Stéphanie Despierres. 8h30, comme d'habitude, c'est Politique Matin avec notre invité aujourd'hui, un député qui retrouve le chemin de l'Assemblée. Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI d'Eure-et-Loir. Avec vous, nous allons parler de l'avenir de l'UDI ici à l'Assemblée, de la formation de votre groupe, de l'intérêt que vous portez au constructif. On va en discuter dans quelques instants. Elsa Mondingava, bonjour. Bonjour Brigitte. Elsa, vous êtes avec nous ce matin justement pour nous parler des constructifs qui se sont réunis hier. Il y a beaucoup de tractations en ce moment au Parlement. Exactement. Vont-ils fonder un groupe ici à l'Assemblée, un groupe indépendant du groupe LR? C'est toute la question. Et puis, vous réagirez aussi, Philippe Vigier, à la revue de presse, celle de Rim Benhammer. Bonjour Rim. Bonjour Brigitte. On parle des législatives encore dans les quotidiens ce matin? Absolument. Et ce matin, ce sont surtout les nouveaux visages de l'Assemblée qui intéressent la presse. 9h, l'invité de la matinale, Christophe Castaner, secrétaire d'État des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. L'Assemblée devra-t-elle lever l'immunité parlementaire de Richard Ferrand si la justice demande à l'entendre? Les nouveaux députés pourront-ils cumuler leur travail avec leur poste d'élus alors que le cumul des mandats vient d'être interdit? Faut-il envisager d'abaisser le nombre de députés pour former un groupe à l'Assemblée afin que le FN soit mieux représenté? Enfin, le poste de président de la commission des finances de l'Assemblée reviendra-t-il à l'opposition? Comme c'est la tradition, nous allons lui poser toutes ces questions entre autres. Et puis si vous aussi, vous souhaitez lui poser des questions, l'interroger ou participer à cette émission, faites-le sur Twitter avec le hashtag Paul Matt. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 20 juin. Richard Ferrand quitte le gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Cohésion des Territoires va briguer le poste de président de groupe de la République En Marche à l'Assemblée. Sous le coup d'une enquête judiciaire, il ne sera resté qu'1 mois au gouvernement. Édouard Philippe a présenté hier soir la démission de son gouvernement, une tradition républicaine au lendemain des élections législatives. Le Premier ministre a été reconduit dans ses fonctions et chargé de nommer un nouveau gouvernement. Il devrait être reconnu au plus tard d'ici mercredi 18h. Depuis hier, les nouveaux députés arrivent à l'Assemblée, visite et découverte du Palais Bourbon et puis surtout formalité administrative. Ils se voient remettre la mallette de l'élu contenant notamment la cocarde et l'écharpe tricolore apportée dans les cérémonies officielles. Émission spéciale donc dès 9h30 pour suivre l'arrivée de ces nouveaux députés sur LCP. Il est 8h33, place à la revue de presse et à la une des quotidiens, les petits nouveaux à l'Assemblée. La presse qui s'intéresse donc ce matin, Rim, aux nouveaux députés et c'est notamment la presse locale. Oui, la presse locale en a profité pour suivre les députés de leur coin et regarder, c'est en une de la Charente libre, 2 bisous au pouvoir, titre Le Quotidien. Ils ont suivi Sandra Marceau et Thomas Mesnier, 2 députés La République En Marche de Charente. Au-delà du tourbillon de la rentrée, ils se préparent à une nouvelle vie, écrit Le Quotidien. Les députés aux 4 colonnes sont assaillis de micros, de journalistes. Vous êtes qui? Je peux avoir votre numéro? J'en ai pris plein la tête, je ne pensais pas qu'il y avait tant de démarches à faire, raconte Thomas Mesnier. Difficile d'imaginer ce qu'il se passe dans la tête de ces jeunes députés d'à peine 30 ans, entrés en politique il y a quelques mois. S'enthousiasme Le Quotidien. Alors la députée Sandra Marceau semble très émue. De son côté, Thomas Mesnier, qui a reçu un texto d'Emmanuel Macron, se rend compte de la tâche qui les attend et au-delà de l'ambiance de rentrée des classes, c'est surtout le début d'une nouvelle ère, analyse la Charente libre. La Voix du Nord fait aussi le portrait de plusieurs nouveaux élus de la région. Le changement de vie, c'est maintenant, titre Le Quotidien local. Des profils atypiques, ils avaient tous des responsabilités professionnelles et n'avaient jamais été élus, comme cette professeure de lettres, Jennifer de Temerman, qui vient de demander une disponibilité au rectorat, ou Adrien Quatennens, 27 ans, qui était conseiller clientèle chez EDF. De bons exemples de ce renouvellement de l'hémicycle. Et regardez, c'est une nationale. Pour la Croix, le nouveau visage de l'Assemblée
l'Assemblée offre enfin le changement attendu, tandis que pour Libération, c'est une chambre aérée, plus jeune, plus féminine et très renouvelée. L'Assemblée nationale offre un visage rafraîchissant, même si elle n'est pas encore assez diverse. Et cette analyse, on la retrouve dans l'éditorial de Laurent Geoffrin. Nous étions sous le règne de l'ENA, nous passons sous celui de l'ESSEC, une école de commerce. Cette société civile ne reflète guère la réalité de la société française. Peu d'ouvriers et d'employés, peu de paysans, beaucoup de très diplômés. L'esprit managérial fait une entrée en force à l'Assemblée, Brigitte. Est-ce que ça vous inquiète, Philippe Vigier, cette nouvelle Assemblée, ces nouveaux profils qu'on va découvrir? Non, pas d'inquiétude. Ce sont des profils qui viennent d'horizons différents. Ils vont apprendre le métier de député, parce que c'est avant tout un acte important d'être député. On légifère, on contrôle l'action du gouvernement, on a un travail dans une circonscription. Et on apprend vite le métier de député, ça va être facile pour eux de s'adapter? Écoutez, on est tous passés par là à un moment ou à un autre, et puis on pourra même leur prodiguer quelques conseils. Il faut combien de temps, vous pensez? Ça dépend. Écoutez, il y en a qui ont des expériences professionnelles qui va les guider très facilement vers ce rôle de député. Ce qu'il faut, c'est apprendre le fonctionnement de l'Assemblée. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais qu'il y ait des commissions, comment ça marche dans l'hémicycle, les dépôts d'amendements, bref, tout le circuit législatif qu'il faut comprendre, mais ils vont apprendre. Il y a une petite avance alors pour vous, qui êtes un ancien ici? Oui, mais on n'est pas là pour leur tendre des pièges. Ils vont découvrir, et puis ils vont découvrir aussi les joies d'être dans un groupe immense. Et là, je leur souhaite bien du courage. Alors, on va en reparler tout à l'heure. À côté de ces nouveaux, il y aura aussi des ténors. Rime, quelques grosses personnalités qui font aussi leur entrée à l'Assemblée. Oui, le Parisien s'intéresse à 14 élus, 14 caractères bien trempés, et je souhaite bien du plaisir au futur président de l'Assemblée. Voilà ce qu'aurait dit un ténor socialiste. Une Assemblée où l'opposition aura une voix puissante, des forts en gueule, parmi eux Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, bien sûr. Le Palais Bourbon leur offrira une tribune sans précédent, mais aussi Clémentine Autain, François Ruffin pour la France Insoumise. Et même si le FN n'aura pas de groupe, ces députés comme Gilbert Collard ou Louis Alliot devraient eux aussi se lancer dans de belles joutes oratoires, prédit le Parisien. À gauche, il cite Delphine Batho, Stéphane Le Foll qui pourrait se faire entendre, et surtout Manuel Valls, vu comme l'un des potentiels grands orateurs pour la gauche. Face à eux, les députés La République En Marche, les puceaux de l'hémicycle, comme les appelle un député Les Républicains, devront apprendre l'art de la riposte et de la rhétorique parlementaire, conclut le journal Brigitte. L'opposition pourra se faire entendre, Philippe Vigier, même s'il n'y a que 120 députés en dehors de ce groupe, énorme groupe majoritaire dont vous nous parliez? J'ai pas le sentiment que la voix de l'UDI n'ait pas été entendue pendant la précédente mandature, quand Jean-Luc Bordeaux était président de groupe et quand j'ai lui succédé. Donc on était présents à chaque fois. Vous savez, c'est pas le nombre, c'est la qualité des propos, c'est l'art oratoire. Et là, il y a des vrais tribuns qui arrivent. C'est la force des convictions, mais il y a des voix, mais il y aura d'autres voix. J'ai vu que dans votre petit tableau, il y en a quelques-unes qui manquaient. Ah. Vous en parliez, Manuel Valls, très, très attendu pour les 5 ans à venir et qui sort, lui, d'une élection difficile dans l'Essonne. Oui, c'est Libération qui s'intéresse au roi maudit dans sa ville d'Évry. L'élection a été très compliquée pour l'ex-premier ministre. Il est détesté par une partie de la ville. Je ne comprends pas, dit l'un des habitants. Il a été maire, député, premier ministre. Avec ce qu'il a accumulé, il pourrait être en vacances pour toujours. Manuel Valls a donc été un maire d'Évry de 2001 à 2012, je vous le rappelle. Et certains habitants, pour un côté plus positif, se rappellent de lui comme quelqu'un qui allait dans les quartiers difficiles en jean et en chemise pour aider des familles en difficulté. Mais pour beaucoup, c'est plutôt un empereur que le pouvoir a fait vriller. Il passait son temps à gifler les Français lorsqu'il y était au pouvoir, lance une habitante. Ça va être difficile pour Manuel Valls? C'est pas facile lorsqu'on a connu la fonction de Premier ministre, dans les circonstances qu'il a traversées. Rappelez-vous les attentats et puis une opposition très forte à l'intérieur du Parti Socialiste. Il est élu, seuls les résultats. Il est isolé ou pas aujourd'hui? Comment? Il est isolé? Écoutez, il va se reconstruire dans la vie politique. On ne peut pas être toujours face à la lumière. Il y a des moments d'ombre, mais je pense qu'il saura attendre son heure. Et puis on termine avec une note d'humour, le dessin du jour. Oui, le dessin de Chonu dans Ouest France. Alors regardez, les jeunes députés arrivent. Voilà, c'est le nouveau visage des députés. Ils ont tous le visage d'Emmanuel Macron. Merci Rime pour cette revue de presse. Hier, le Premier ministre, comme c'est l'usage, a remis la démission de son gouvernement. Alors
si Édouard Philippe est reconduit dans ses fonctions, il y a bien, Elsa, un ministre qui va manquer à l'appel. Exactement, Brigitte, et ce ministre, c'est Richard Ferrand. Hier soir, on a appris que le président de la République lui avait demandé de démissionner pour prendre la tête du groupe La République En Marche ici à l'Assemblée. Et toute la question, c'est de savoir s'il s'agit d'une promotion ou d'une sanction pour celui qui a donc été un éphémère ministre de la cohésion des territoires. Certains parlaient hier d'une exfiltration du gouvernement liée à l'affaire des mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand est visé par une enquête judiciaire sur une transaction financière à l'époque où il dirigeait ces mutuelles de Bretagne. Certains y voient même une façon de protéger ce fidèle de la première heure puisqu'il bénéficiera d'une immunité parlementaire. Richard Ferrand a déclaré ce matin qu'il demanderait sa levée si besoin. Côté Élysée, la version officielle est bien différente. On affirme qu'il s'agit tout simplement de placer un homme d'expérience, de confiance à la tête d'un groupe de jeunes députés. On note quand même qu'Emmanuel Macron s'affranchit des usages en nommant lui-même le président du groupe majoritaire, ce qui incombe normalement aux députés du groupe. Une marque de confiance, c'est aussi ce que veut croire Richard Ferrand ce matin. Il était l'invité d'RTL. Nous avons un groupe qui est de 308 membres. Donc c'est le groupe le plus important de la Ve République, qui comprend beaucoup de femmes et d'hommes, plus de 50% qui n'ont jamais eu de mandat. Par conséquent, il a été jugé qu'il était opportun qu'on puisse, car je les connais bien, je connais bien la procédure parlementaire, que je puisse me proposer à leur suffrage. Notez, Brigitte, la formule, il a été jugé qu'il était opportun que je puisse me proposer à leur suffrage. Merci Elsa, on revient avec vous dans quelques instants, mais une réaction, Philippe Vigier. Est-ce que Richard Ferrand devait quitter le gouvernement ? Écoutez, pour lui, ça devenait intenable. Je rappelle que Richard Ferrand, il a eu des mots très durs pendant la campagne présidentielle. À l'encontre de François Fillon. Lorsqu'il y avait le climat des affaires. Et donc, il est rattrapé lui-même par un certain nombre de doutes, qui a au moins, vous voyez, je suis prudent dans mes propos. Donc, il n'est pas mis en examen, donc en fait, officiellement, il ne doit pas quitter le gouvernement. Oui, mais à ce moment-là, on ne dit pas qu'on est plus blanc que blanc qu'en soi-même, on est rattrapé par la patrouille, entre guillemets. Donc là, maintenant, il va être patron des députés. D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'est même pas élu. Il est installé comme ça. C'est un acte d'autorité, là, véritablement, c'est ce que nous disait Elsa. C'est un acte d'autorité directement du président de la République. Maintenant, il lui appartiendra, entre guillemets, de tenir le groupe En Marche. Et je lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage. Il dit ce matin sur RTL, pas question d'immunité parlementaire. Si effectivement il est mis en examen, est-ce qu'il pourra rester à l'Assemblée, au gouvernement? On sait que c'est non, mais à l'Assemblée. Ce gouvernement, les présidents de la République ont expliqué que la modernisation de la vie politique et la transparence étaient au cœur de leur projet. C'est d'ailleurs le premier texte qui doit venir. Je vois mal comment on pourrait se réfugier derrière une immunité parlementaire. Ou alors, ça veut dire qu'on a pris les Français pour des idiots pendant des longues semaines. En tout cas, nous porterons à l'UDI une voix exigeante pour ces questions-là. Bien sûr, ces questions de modernisation et de transparence sont au cœur de la confiance qu'on doit restituer. Et vous verrez que nous serons force d'amendements, de propositions, pour même aller sur certains sujets plus loin que le gouvernement. Est-ce que Richard Ferrand peut partir et François Bayrou, Marielle de Sarnez peuvent rester alors qu'ils sont eux-mêmes pris dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, qu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte? Il y a des instructions judiciaires qui sont en cours. Moi, j'ai pas pour habitude de faire des commentaires là-dessus. J'imagine que si j'avais quelque chose, ils en tireraient eux-mêmes les conclusions. Donc, laissons les choses faire et on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais pour Richard Ferrand, on voit bien qu'il a été exfiltré du gouvernement. Mais juste un mot. Il était en charge de quelque chose de très important, la cohésion des territoires. Alors vous savez que ce vote extrême, qu'il soit pour la France Insoumise, pour le Front National, de ces territoires qui souffrent de cette ruralité, qui a vraiment actuellement d'immenses difficultés par rapport à ce qui se passe dans les métropoles, dans les agglomérations. Je pense au problème de la téléphonie mobile, je pense au problème d'Internet haut débit, je pense à la désertification médicale. Toutes ces questions qui restent en suspens. J'espère que le gouvernement va nommer un ministre, que le Premier ministre va nommer quelqu'un en charge de ces questions-là. C'est même un ministère qu'il faudrait renforcer parce qu'on sait qu'il y a peut-être des secrétaires d'État qui vont arriver. C'est la base de la cohésion. Vraiment, est-ce que la France, elle est coupée entre les villes et les campagnes? Est-ce que oui ou non, on met pas un maximum à la fois d'argent, de vision, de projets pour les campagnes, pour cette ruralité qui est force de développement considérable? 80% du territoire français se sent à l'abandon. C'est ça le diagnostic. N'oubliez pas une chose, il n'y a eu que 7 millions de voix pour les candidats de la République En Marche dimanche dernier. C'est-à-dire pratiquement 50% de moins que celles qui s'étaient portées sur les députés à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y a un effritement complet, je dis bien complet, de la confiance qu'on fait aux hommes politiques et en particulier aux partis majoritaires. Et ça, Emmanuel Macron ferait bien de le regarder à deux fois. Alors le parti majoritaire, on vient d'en parler avec vous, Elsa Monagava. Il y a aussi des tractations chez les Républicains.
Exactement Brigitte, on les appelle les constructifs. Ils se sont réunis hier soir pendant plusieurs heures. Les constructifs, ce sont ces députés LR qui se disent prêts à travailler avec le gouvernement, notamment à voter la confiance à Édouard Philippe le 4 juillet prochain. Ces députés de droite Macron compatibles ont bien souvent gagné leur élection parce qu'ils n'avaient pas de candidat La République En Marche face à eux. C'est le cas de Thierry Solère dans les Hauts-de-Seine, de Laure de la Raudière en Eure-et-Loire ou encore de Franck Riester en Seine-et-Marne. Ils seraient prêts, Brigitte, à former un groupe autonome ici à l'Assemblée nationale. Ce matin, Thierry Solère sur France Inter a assuré qu'ils étaient plus de 15. Je vous rappelle qu'ils avaient une autre main tendue hier par la voix de Jean-Christophe Lagarde, les centristes qui avaient appelé la droite progressiste à les rejoindre. Merci Elsa Mandagava. Alors Jean-Christophe Lagarde, vous le connaissez bien. Philippe Vigier, vous êtes tous les deux à l'UDI. Est-ce que l'UDI peut être intéressé à former un groupe avec les constructifs républicains? Moi déjà, il y a un mot sur lequel je voudrais revenir. Le mot constructif. Qui ici, à l'Assemblée nationale, a été dans une opposition constructive sur les 5 dernières années. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Borloo en tant que président de groupe. C'est ce que j'ai fait en tant que président de groupe. Je rappelle que nous avons voté 16 lois, je dis bien 16 lois, venant des premiers ministres de François Hollande. Donc vous êtes un constructif, Philippe Vigier. Non, attendez, derrière le mot, ça veut dire quoi? Non, moi je dis les choses simples. Nous voterons tout ce qui ira dans le bon sens. Surtout pas d'opposition stérile, idiote. En revanche, on s'opposera à tout ce qui affaiblirait la France ou qui fragiliserait nos compatriotes. Je pense à l'affaire de la CSG, je pense à l'affaire du RSI. Et je pense aussi, par exemple, aux dotations aux collectivités dont vous savez qu'elles vont encore être très sérieusement amputées avec notamment cette affaire de taxe d'habitation. Donc nous serons positifs, nous irons dans le bon sens et nous aiderons le gouvernement. Par exemple, il y a les ordonnances qui vont arriver cet été pour la loi travail. C'est ce que nous demandions lorsqu'on soutenait Alain Juppé. Donc, ne comptez pas sur moi une seule seconde pour m'y opposer. Au contraire, on sera même là pour enrichir. Est-ce qu'il y a des nuances dans ce que vous dites avec ce que dit Thierry Solère, Franck Riester ou Laure de la Raudière? Non, mais il y a des nuances dans le sens. Est-ce que oui ou non, ils sont directement dans la majorité présidentielle ou pas? Moi, je pense qu'on peut être dans une opposition positive. Constructive. C'est exactement ce qu'ils disent. Un groupe tout à fait la même chose. Je rappelle que d'abord, à côté, mais qui n'est pas dans le groupe La République En Marche. Tout d'abord, ils n'avaient pas de candidat En Marche contre eux, ce qui n'est pas notre cas. Moi, j'avais même une candidate. D'accord, donc ça, c'est déjà une différence de poids. Déjà une différence. Puis deuxièmement, il ne s'agit pas d'aller changer l'organisation de la majorité. Ils n'ont pas fait campagne pour Emmanuel Macron au premier tour. Je ne l'oublie pas. Donc vous êtes clairement dans l'opposition. Si on parle majorité-opposition. Mais moi, je tends la main. Si on peut tous se retrouver, pourquoi pas? Mais il ne peut pas y avoir le dogme de dire on vote la confiance. Moi, je ne voterai pas la confiance, je m'abstiendrai sur la confiance. Vous voyez, je vous le dis très clairement aujourd'hui. Parce que, et puis après, pour quelle raison? Mais si vous votez la confiance, ça veut dire que de facto, vous dites oui à ce qui va se passer pour la politique gouvernementale. Je ne peux pas trahir celles et ceux à qui j'ai expliqué tous les jours que, bien sûr, j'aiderai le président de la République parce qu'il doit réussir. S'il ne réussit pas, dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est le Front National qui sera au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans un même groupe avec Thierry Solère qui, lui, souhaite voter la confiance. On peut trouver peut-être une solution pour se trouver dans un même groupe. Mais, ça veut dire qu'il y a une divergence de point de vue avec Jean-Christophe Lagarde, entre vous et Jean-Christophe Lagarde? Ce que je veux dire simplement, je trouve un peu étonnant qu'il se retrouve hier sans nous parler, par exemple. C'est un peu surprenant. Mais bon, c'est pas grave. On verra demain. Vous auriez aimé participer à cette réunion des constructifs hier soir? Il faut avoir des échanges politiques. C'est pas parce qu'on se met autour d'une table qu'on partage tout. On peut discuter. Après, chacun fait ce qu'il souhaite faire. Moi, je porterai, et j'ai toujours porté, et je continuerai de porter, ce que j'ai expliqué pendant 6 semaines pendant cette élection législative, d'opposition constructive. Et je vais même vous dire une chose. À un moment ou à un autre, dans les textes gouvernementaux, on aura probablement besoin de nous pour les faire passer, parce que les divisions viendront de La République En Marche. Vous verrez. Je prends le pari. Du MoDem? Je dis La République En Marche, le MoDem, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. J'imagine qu'eux aussi porteront leurs exigences. Mais nous sommes exigeants, pas pour nous. On n'est pas dans le bricolage, c'est pas uniquement des conciliabules de couloirs, des groupes que l'on constitue comme ça. C'est pas tout à fait ce qu'a dit Jean-Christophe Lagarde hier. Il a dit qu'il tendait la main aux constructifs. Mais je ne dis pas autre chose. Simplement, c'est pas les constructifs qui vont nous expliquer comment aller autour d'eux. Juste pour comprendre, est-ce qu'il y a des divisions au sein de l'UDI? Est-ce que l'UDI pourrait imploser avec une partie des députés UDI qui rejoindrait des LR constructifs et puis une autre qui se retrouverait avec des LR d'abord, je vais vous dire, on rejoindra personne puisque c'est nous qui avons pratiqué cette opposition constructive. Donc c'est plutôt ceux qui découvrent les joies, la pertinence, l'intelligence, l'audace de la construction, quelque part, et on peut se retrouver. Est-ce que vous aurez un groupe autonome seul l'UDI? Est-ce que vous aurez un groupe autonome seul l'UDI? Patientez. Nous travaillons, c'est une journée très importante. Parce que vous êtes assez nombreux pour le former. Mais absolument, nous sommes tout à fait en capacité à créer un groupe. Mais moi, je souhaite qu'on essaie de faire quelque chose de beaucoup plus large,
Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont républicains, d'autres qui sont divers droits, d'autres peut-être avec les constructifs. Moi, je ne ferme aucune porte à personne. Je dis simplement qu'il ne peut pas y avoir une thèse qui l'emporte sur une autre. Il ne s'agit pas de dire c'est nous les constructifs et les autres venez avec nous. Ça ne marche pas comme ça la vie politique. C'est trop important. On n'est pas dans le bricolage. On est, oui ou non, là pour faire avancer le pays. On le fera avancer avec force, avec détermination, en restant sur nos valeurs, sur nos convictions et ce qu'on a défendu pendant la campagne. Et on rendra service à Emmanuel Macron. L'affaire de la CSG est une arme de destruction massive contre le pouvoir d'achat. Pour les fonctionnaires, pour les retraités, c'est une faute, il faut y revenir. Alors, outre l'élection du groupe Les Républicains à l'Assemblée, plusieurs rendez-vous clés vont avoir lieu pour l'ensemble des députés, à commencer la semaine prochaine par le début officiel de la 15e législature et l'élection du président de l'Assemblée nationale. Bastien Auger. Rendez-vous dans l'hémicycle le 27 juin. Pour la première séance, les députés éliront le président de l'Assemblée nationale. Une semaine plus tard, ce sera une étape majeure pour le Premier ministre. Édouard Philippe prononcera son discours de politique générale devant les députés, puis sollicitera un vote de confiance. Une séquence qui marquera le début d'un agenda très chargé pour les députés. Ils devront se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence. Le texte actuel arrive à échéance le 15 juillet. Au programme aussi, la réforme du Code du travail. Le gouvernement veut légiférer par ordonnance sur ce sujet. Pour cela, il doit recueillir une habilitation votée par les députés et souhaite obtenir cette autorisation avant fin juillet. Enfin, les députés examineront les dispositions pour la moralisation de la vie politique, 2 projets de loi qui passeront d'abord par le Sénat. L'Assemblée devrait fixer son ordre du jour à la fin du mois de juin. Alors, le 4 juillet, c'est une date importante. Philippe Vigier, c'est le vote de la confiance. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous ne voterez pas la confiance au gouvernement Philippe. Je ne voterai pas contre non plus, j'ai une abstention positive. Ça veut dire que, je vous rappelle que lorsqu'Emmanuel Valls, Premier ministre, avait lancé son programme de stabilité, vous savez, pour diminuer en clair de 50 milliards les dépenses publiques, qu'avait fait le groupe UDI? Plus de 2/3 s'étaient abstenus. C'est un signe très fort. La confiance, c'est le rendez-vous du Premier ministre avec l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un moment extraordinairement important. C'est là où on voit celles et ceux qui vous accompagnent complètement. Nous dirons au Premier ministre, à chaque fois, on essaiera de faire le maximum pour vous aider, pour enrichir les textes, mais ça n'est pas un blanc-seing qu'on vous donne, tout simplement. C'est pas, je crois que ça ne peut pas plus être équilibré, positif, pour faire avancer ce pays. C'est à cette date, finalement, que s'afficheront véritablement les éventuelles divisions qui pourrait y avoir dans l'opposition. On a dit tout à l'heure, Thierry Solaire, Franck Restel sont prêts à la voter et les autres non. De façon systématique. D'autres qui, comme moi, et sont nombreux, souhaitent être positifs mais vigilants. Je dis toujours constructifs mais vigilants. Et d'autres qui, d'entrée de jeu, souhaitent partir dans une nouvelle majorité présidentielle. Et ça va afficher peut-être les divisions au grand jour entre des députés de droite qui la votent et d'autres qui ne la votent pas. Un peu fort, c'est les différentes appréciations. Puis vous savez, le quinquennat sera long. Donc pour le moment, le président de la République est dans une phase où il a, dans l'opinion publique, vous le savez très bien, une adhésion absolument extraordinaire. Les difficultés vont arriver bientôt. Et c'est dans les moments où, justement, il y a des difficultés qu'on voit celles et ceux qui sont capables de tenir. Vous savez, lorsqu'il y aura la réforme des retraites, il n'y aura pas 36 lectures possibles. Vous savez, nous, on a porté toujours l'idée d'une réforme de retraite ambitieuse, avec les régimes spéciaux, avec le public privé. Eh bien, on aura besoin de nous, vous verrez, et on sera là. Est-ce qu'on peut voter la confiance et rester dans l'opposition? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas très paradoxal, finalement? Écoutez, on est dans un moment singulier de la vie politique. Je crois qu'il faut quand même pas oublier ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a été élu largement, Marine Le Pen était sa challenger. Une fois de plus, l'opinion publique est très déstabilisée. Vous savez, moi je sors de cette campagne législative avec beaucoup d'humilité. Tant je vois qu'il faut réparer la France, la réparer en profondeur, réparer les territoires, s'adresser aussi à regarder cette COP21 qui était une avancée exceptionnelle et on voit que les Américains essayent évidemment de la pourfendre. Bref, avec une situation internationale qui est hyper dangereuse et on voit bien encore un attentat hier sur les Champs-Élysées, ça veut dire qu'on a une situation économique, politique et environnementale extrêmement dégradée. Donc on aura besoin de toutes les énergies, on aura besoin de toutes les intelligences. Mais c'est pas parce qu'on aide à un moment ou à un autre sur un texte que tout de suite on est absorbé dans une nouvelle majorité. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a un président de l'Assemblée qui va être désigné le 27 juin prochain. Quel est le bon profil pour vous? Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'empathie,
quelqu'un qui est à l'écoute de toutes les sensibilités politiques. Je suis persuadé qu'il y a des femmes et des hommes de talent qui seront faire ça très bien. On parle d'une femme, vous pensez que ce serait une bonne idée, ce serait la première fois? Pourquoi pas, c'est très bien. Les femmes montrent leur dynamisme, leur ténacité, leur empathie également. Et je suis persuadé que ce serait une très belle image qu'on ferait passer pour le Parlement français. Vous aimeriez que ce poste revienne à quelqu'un de la droite? Écoutez, il y aura une discussion qui aura lieu, mais en général, c'est le groupe majoritaire qui choisit le président de l'Assemblée nationale. C'est comme cela. Et on pourra participer au vote. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous ce matin, député UDI d'Eure-et-Loir. Très bonne journée à vous, à bientôt.